C'est l'affaire de la semaine. À New York, la mondaine Ghislaine Maxwell, reconnue coupable de trafic sexuel après 40 heures de délibération étalée sur 5 jours. Un jury, à l'unanimité, a reconnu Ghislaine Maxwell coupable de l'un des pires crimes que l'on puisse imaginer, faciliter et prendre part à l'agression sexuelle d'enfants. Voilà ce qu'a dit le procureur fédéral du tribunal de Manhattan, Damian Williams. Ce dernier a donc dénoncé des crimes perpétrés avec son partenaire et complice de toujours, Jeffrey Epstein, lequel a été retrouvé mort dans une prison de New York en août 2019, avant même d'être jugé pour crimes sexuels. Nous revenons aujourd'hui justement sur cette affaire exceptionnelle, mais loin de ce que l'on sait déjà, par un prisme, Laurence, qu'on connaît moins, des connexions présumées entre le Mossad, les services de renseignement israéliens, et la famille de Ghislaine Maxwell. Mais d'abord, on revient donc brièvement à l'actualité, Laurence Kahn. Et oui, cela fait plus de 20 ans que les victimes attendaient ça. Après près d'une semaine de délibération, Ghislaine Maxwell a donc, vous l'avez dit Ilana, été reconnue coupable par un tribunal new-yorkais de 5 charges sur 6, notamment de trafic sexuel de mineurs au profit de son ex-ami Jeffrey Epstein, ainsi que d'association de malfaiteurs. Elle encourt un maximum de 65 ans de prison avec 40 ans, rien que ça pour la charge de trafic sexuel. Aucune date toutefois n'a encore été fixée pour le prononcé de sa peine. Son avocate Bobby Sternheim ayant annoncé son intention de faire appel. Le chemin de la justice a pris trop de temps, mais la justice a été rendue aujourd'hui. C'est ainsi félicité le procureur qui a salué le courage de ces filles devenues des femmes. 4 victimes qui ont en effet témoigné pendant 3 semaines contre la fille de Robert Maxwell. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant intéressant de revenir sur les racines de Ghislaine Maxwell, fille du magnat de la presse, ce Robert Maxwell qui était notamment propriétaire du Daily Mirror. Mais alors, d'où vient cet homme, Laurence ? Eh bien, c'est un juif orthodoxe issu d'une famille très modeste, de son vrai nom Jan Ludwig Iman Binyamin Rosh, né en 1923 en Ukraine. Pendant la Shoah, le jeune Maxwell s'échappe en France, mais beaucoup dans sa famille seront exterminés à Auschwitz. À Marseille, Maxwell rejoint ensuite l'armée tchèque en exil en mai 1940 avant de s'engager finalement dans l'armée britannique. Il se lance après-guerre dans l'édition. Et il rachète successivement plusieurs grosses agences de presse. À son apogée d'ailleurs dans les années 80, il emploie quand même 16 000 personnes dans une multitude de sociétés, dont le groupe de presse britannique Mirror, la maison d'édition américaine Macmillan et les écoles et les éditions de langue Berlitz. Une vie de faste et de luxe. Il se marie avec la française Elisabeth Ménard, une historienne spécialiste de la Shoah, avec laquelle il aura 9 enfants, dont Ghislaine Maxwell, la dernière de la fratrie. Une vie de famille faite à la fois de succès mais aussi de dettes. À 68 ans, Maxwell pousse son dernier souffle au large des îles Canaries, dans des circonstances, on peut le dire, plutôt étrange. Oui, le 5 novembre 1991, son équipage le voit pour la dernière fois à l'aube avant de le déclarer disparu. Plus tard dans la matinée, son corps est retrouvé flottant dans l'océan Atlantique. Faute de blessures particulières constatées sur son cadavre, la version officielle est que Robert Maxwell, souffrant d'un cœur et de poumons en mauvais état, serait décédé tout simplement d'une crise cardiaque combinée avec une chute accidentelle en mer. Un meurtre ou un suicide est alors écarté par le juge concerné. Pourtant, pour sa fille adorée, à qui il ne pouvait rien refuser, il ne s'est pas suicidé. Ça ne cadre pas avec sa personnalité, expliquait Ghislaine Maxwell au magazine Hello, c'était en 1997. Il a été assassiné, disait-elle. La mort de Robert Maxwell provoque en tout cas l'effondrement de son empire éditorial. Et il sera enterré le 10 décembre 1991 au cimetière juif du Mont des Oliviers à Jérusalem en Israël lors de funérailles auxquelles participent le président Chaim Herzog, le premier ministre Yitzhak Herzog, le premier ministre Yitzhak Shamir, les 6 plus hauts gradés ou alors anciens chefs du Mossad dans les services secrets israéliens, ainsi que son ami et avocat Samuel Pizar, l'un des plus jeunes survivants de la Shoah. Mais pourquoi on vous raconte tous ces détails ? Parce qu'ils ont leur importance en fait pour les enquêteurs et les journalistes. La proximité donc de Robert Maxwell avec Israël a en effet beaucoup interrogé. Et oui, car devant le monde entier, le magnat des médias est remercié des innombrables services rendus à l'État hébreu. Un secret de polichinelle semble alors se dissiper. On découvre ainsi que dans les années 80, Robert Maxwell aurait endossé le costume d'espion pour
pour Israël. À l'époque, on trouve son groupe de médias possède des titres sur tous les continents et brasse des centaines de millions de dollars. Et oui, c'est alors une grande puissance à lui tout seul, on peut le dire, Robert Maxwell, qui est en lien avec les autorités de plusieurs pays, la Russie, le Royaume-Uni, Israël, mais aussi des dictatures, et notamment l'ancien président roumain Ceausescu. Robert Maxwell navigue, on peut le dire, à l'intérieur de cette élite politique et rend des services sans que personne ne le contrôle vraiment. Dans le documentaire Perversion en haute sphère, diffusé sur W9 il y a quelques semaines en France, on apprend ainsi qu'en 1985, Robert Maxwell aurait été missionné par Israël pour organiser une vente d'armes occultes des États-Unis à l'Iran. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il aurait rencontré le fameux Jeffrey Epstein. Oui, un financier alors aux méthodes sans foi ni loi, qui maîtrise les techniques de blanchiment d'argent dans les paradis fiscaux. Ce qu'explique Yvonique de Noël, historien spécialiste du renseignement que vous évoquiez justement, Ilana, dans ce documentaire. On voit que Epstein, qui collabore avec Maxwell, circule beaucoup dans les divers pays concernés, dans des pays arabes, d'ailleurs avec un faux passeport autrichien. Et plus tard, il se targuera d'avoir collaboré aussi bien avec les services israéliens qu'avec les services américains, à savoir la CIA. Et après la mort de Robert Maxwell, Jeffrey Epstein aurait-il poursuivi des activités d'espionnage, donc pour des services de renseignement aux côtés de Ghislaine Maxwell cette fois? Ce n'est pas impossible. Écoutez Jean-Alphonse Richard, journaliste à RTL. Il est tout à fait possible que Ghislaine Maxwell ait gardé des liens avec les services secrets israéliens, même si ce lien, il me paraît assez ténu. Mais après, on peut imaginer que Ghislaine Maxwell continuait à abreuver d'informations, ne serait-ce que des confidences. On n'est pas obligé de donner des secrets d'État, mais ne serait-ce que des confidences dont sont très friands les services secrets en général, des confidences sur les personnalités qui fréquentaient Epstein. Alors finalement, le cerveau de l'affaire, Laurence, ne serait-il pas Ghislaine Maxwell? C'est la question que l'on se pose. Aurait-elle mis en place un système mêlant trafic sexuel, chantage d'hommes d'affaires et d'hommes politiques très puissant au niveau international pour ensuite peut-être les piéger? En tout cas, Epstein aurait truffé, lui, ses maisons de New York, Palm Beach et Little St. James, où se sont donc déroulées les horreurs que l'on raconte, de caméras vidéo afin de filmer et d'enregistrer les ébats sexuels de centaines de personnalités du monde entier à qui il offrait des jeunes filles. Et on peut penser que Ghislaine récupérait ces images et les fournissait ensuite aux services de renseignement américains ou israéliens pour qu'ils détiennent eux-mêmes un levier pour faire chanter les puissants. En tout cas, ces activités d'espionnage pourraient expliquer l'invraisemblable clémence de la justice vis-à-vis de Jeffrey Epstein lors de son premier procès en 2008, procès dans lequel il avait été quasiment blanchi, comme l'indique François Durper, spécialiste des États-Unis. Le lien supposé entre Jeffrey Epstein et les milieux du renseignement CIA, voire Mossad, serait peut-être à l'origine de l'impunité dont il aurait joui en Floride. Et oui, Jeffrey Epstein sera toutefois bien conduit en prison 10 ans plus tard en 2019 et le FBI déclenche alors des perquisitions dans ses résidences à New York et en Floride, dans des lieux qui révèlent alors, Laurence, tout un système assez glauque de vidéosurveillance digne en tout cas d'un vrai James Bond aussi. Oui, absolument. Tout était enregistré dans des pièces étroites, des toilettes, des chambres. Mais à quoi ces films servaient-ils? Les invités étaient-ils au courant qu'ils étaient filmés? Écoutez Laurent Saïm, journaliste spécialiste des États-Unis et de l'affaire Epstein. Quelqu'un m'a raconté qu'un jour, en arrivant chez Jeffrey Epstein, à l'époque, Jeffrey Epstein lui dit « Regarde, je vais te montrer ». Il ouvre la porte et il y a tout un système qui a été mis au point avec des caméras montrant chaque pièce, etc. Et Epstein dit « Comme ça, je sais tout sur tout le monde ». Et oui, ça fait peur, Laurence Kahn. Lors d'une interview au New York Times, un an avant sa mort, Jeffrey Epstein affiche ainsi son pouvoir de nuisance. Il affirme qu'il connaît des détails potentiellement embarrassants et dommageables sur les habitudes sexuelles et la consommation de drogue de ses invités. Alors, cela dépassait-il son plaisir personnel? Travaillait-il pour un tiers? Coup de théâtre, en tout cas, le FBI ne retrouvera aucune de ces vidéos. Toutes semblent avoir disparu, détruites ou pas. Qu'en reste-t-il? Et Ghislaine Maxwell faisait-elle partie de cette équation? Jeffrey Epstein, lui, en tout cas, est mort dans sa cellule. Le mystère reste entier. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.